Donc la grande question qu'en vrai, en tant que citoyen gabonais, on doit se poser, c'est sur quoi le Gabon s'est basé pour considérer qu'il y avait une convention de Bata, et mieux, pour asseoir quasiment l'essentiel de sa défense sur cette prétendue convention dont on n'était même pas en mesure de produire le document authentique. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont là. Aujourd'hui, comme convenu, je vais avec deux compatriotes présenter une lecture commentée de la décision de la Cour internationale de justice à propos de l'affaire qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale concernant les îles Mbagné, enfin pas que les îles Mbagné d'ailleurs, la délimitation des territoires de chacun. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre déjà pour essayer de poser le cadre de notre intervention, c'est que par rapport à la structure de la décision, vous avez notamment au début de la décision, on rappelle quelques éléments géographiques, quelques éléments historiques. Ensuite, la Cour va tout de suite sur un document qu'on appelle compromis. En fait, c'est une sorte d'accord entre le Gabon et la Guinée équatoriale par lequel ils décident de soumettre leur conflit à l'appréciation de la Cour internationale de justice. Et quand on regarde notamment le statut de la Cour internationale de justice, cette juridiction-là, on peut la saisir de deux manières. Soit par un compromis, donc un accord entre deux États qui ont une situation conflictuelle, soit par une requête qui est déposée directement par un des États auprès du greffe de la juridiction en question. Donc, dans un second temps, ce que la Cour internationale de justice fait, c'est qu'elle rappelle le compromis par lequel les deux parties l'ont saisi, et ensuite, elle indique qu'elle circonscrit le cadre dans lequel elle intervient. C'est-à-dire qu'elle intervient pas pour délimiter les frontières territoriales entre les deux pays, pas pour dire qu'il y a la souveraineté, pas pour dire précisément qu'il y a la souveraineté sur un espace ou un autre, en l'occurrence les îles, mais pour déterminer quel est le titre juridique sur lequel les deux pays doivent se baser pour ensuite aller délimiter leurs frontières, que ce soit maritimes ou terrestres, et ensuite déterminer qui a la souveraineté sur les espaces, en l'occurrence les espaces maritimes notamment. Et quand on parle de titre juridique, d'ailleurs, Marine va intervenir sur ce sujet, quand on parle de titre juridique, ce qu'il faut comprendre de manière très précise, c'est que le titre juridique, ça peut être le document sur la base duquel vous avez un droit, ça peut être une situation, ça peut être un fait qui permet d'avoir un droit. Donc le titre juridique ici, ça peut être un document, comme ça peut être, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais simplement, comment dire ça, un fait ou une situation. Donc voilà, le titre juridique ici, c'est pas seulement un papier. Voilà, je pense que c'est surtout ça que je voulais bien préciser. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous présente toujours la structure globale de la décision. Ce qui se passe ensuite dans la décision, c'est que la Cour va se pencher sur le sujet de la prétendue convention de Bata. Parce que si vous lisez, on va lire d'ailleurs le résumé de la décision, vous allez vous rendre compte que le cœur vraiment du litige, c'est cette prétendue convention de Bata. C'est-à-dire que le Gabon s'appuie sur cette convention de Bata pour revendiquer des droits. Or, la Guinée équatoriale considère qu'il n'y a pas de convention. Il y a des négociations qui sont arrivées à un certain niveau, mais qui ne sont pas arrivées au niveau d'avoir un accord. Et on va rentrer dans le détail ensuite. La Guinée équatoriale, de manière, avec un argumentaire d'ailleurs très bien construit, méthodique, déconstruit la prétendue convention de Bata qui en réalité n'existerait pas. Donc c'est vraiment le deuxième aspect important à comprendre dans la structure de la décision, c'est que la Cour va vraiment statuer sur le fait de savoir s'il y a finalement une convention de Bata ou pas. Après, elle statue sur le titre juridique relatif aux délimitations territoriales. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre juridique, c'est pas seulement un document. Ça peut être un fait, ça peut être une situation, mais en tout cas, elle statue sur le fait de savoir quel est le titre juridique sur la base duquel on doit délimiter la frontière terrestre entre les deux pays. Ça, c'est la troisième chose qu'elle fait. La quatrième chose qu'elle fait, c'est le titre juridique. J'ai déjà rappelé la définition du titre juridique. Le titre juridique qui permet de savoir entre la Guinée équatoriale et le Gabon qui réellement a la souveraineté sur les îles qui font l'objet du conflit, c'est-à-dire Mbagné, Konga et Cocotier. Ensuite, elle se prononce sur le titre juridique sur lequel on doit se baser pour délimiter les frontières maritimes. Et enfin, elle donne la solution, ce qu'on appelle en droit le dispositif, c'est-à-dire que à la toute fin de la décision de justice,
il y a toujours la solution, mais vraiment de manière très précise, de manière très concrète, de manière résumée, ce à quoi la Cour répond. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, quand vous lisez la décision, c'est qu'une décision de justice, c'est une longue phrase avec des si, et à la fin, on tire une conclusion de tous les si. Et les si en question, bon, dans les décisions de justice, généralement, on dit considérant. Donc, en tenant compte du fait que, la conclusion à laquelle on arrive, eh bien, c'est celle-là. Donc, là, je viens de vous présenter globalement la structure de la décision. C'est vraiment important de comprendre la structure de la décision parce que la structure de la décision participe d'une meilleure compréhension du litige et d'une meilleure compréhension de pourquoi on arrive à cette décision-là. Voilà, c'est très important aussi de comprendre tous ces éléments-là. Donc, si vous avez téléchargé le résumé de la décision en question, donc, résumé de l'arrêt du 19 mai 2025. La Cour rappelle que le 5 mars 2021, la Guinée équatoriale a notifié à la Cour un compromis signé à Marrakech le 15 novembre 2016, par lequel le Gabon et la Guinée équatoriale étaient convenus de soumettre à la Cour indifférents les opposants sur la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocotier et Konga. L'article 1er du compromis se lit comme suit. La Cour est priée de dire si les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties font droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de la Guinée équatoriale s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et de la souveraineté sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier. À cette fin, la République gabonaise reconnaît comme applicable aux différents la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée du 27 juin 1900, et la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 à Bata. La République de Guinée équatoriale reconnaît comme applicable différent la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée du 27 juin 1900. Chacune des parties se réserve le droit d'invoquer d'autres titres juridiques. S'agissant de la situation géographique du Gabon et de la Guinée équatoriale. Donc, à ce stade-là, la Cour se permet simplement de rappeler les titres juridiques que chaque partie invoque. Chaque partie, le Gabon dit par exemple que pour lui, on doit se baser sur la convention entre l'Espagne et la France de 1900, qui a permis de délimiter les frontières entre les deux territoires coloniaux à l'époque. Et on doit aussi se baser sur la prétendue convention de Bata. Or, la Guinée équatoriale dit on doit uniquement se baser sur la convention de 1900. Et dans tous les cas, vous verrez après que c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, à ce stade-là, en gros, c'est ça les prétentions de chaque partie. Donc, on va quand même rappeler quelques petits éléments géographiques pour un début. S'agissant de la situation géographique du Gabon et de la Guinée équatoriale, la Cour note que ces deux États sont situés le long de la côte occidentale de l'Afrique centrale. Le Gabon jouxte la Guinée équatoriale au nord-est, le Cameroun au nord et la République du Congo à l'est et au sud. La Guinée équatoriale jouxte le Cameroun au nord et le Gabon à l'est et au sud. Elle est constituée d'une partie continentale, donc la Guinée équatoriale, et d'une partie insulaire. Sa partie continentale, communément appelée Rio Muni, couvre une superficie d'environ 26 km². Sa partie insulaire comprend deux îles principales, Bioko, anciennement connue sous le nom de Fernando Po, et Annobon, distantes l'une de l'autre de 350 miles marins. La Guinée équatoriale détient en outre la souveraineté sur plusieurs formations maritimes situées dans la baie de Corisco, soit l'île Corisco, située à quelques 16 miles marins au sud-ouest de l'embouchure du fleuve Muni, Elobe Grande et Elobe Chico. La baie de Corisco comprend également trois formations maritimes, formations maritimes sont les îles, sur lesquelles les deux parties revendiquent l'une et l'autre la souveraineté, à savoir Mbagné, Cocotier et Konga. Mbagné est la plus grande de ces trois îles. Elle a une superficie à marée haute d'environ 0,07 km² et à marée basse de 0,05 km² selon la Guinée équatoriale et de 0,2 km² selon le Gabon. Mbagné n'a jamais été habité de façon permanente. Cocotier se trouve à 1,5 miles marins à l'est de Mbagné, à l'extrémité orientale d'un banc de sable
que la Guinée équatoriale désigne sous le nom de Mbagné Bank. Cette île d'une superficie approximative de 0,003 km² à marée haute et de 0,1 km² à marée basse est inhabitée. Konga est située à environ 1 mile marin au sud-ouest de Mbagné. Elle a une superficie de 0,003 km² à marée haute et de 1,6 km² à marée basse. Cette île est inhabitée. Mbagné, Cocotier et Konga sont situés à 5 à 6 miles marins au sud-est de l'île Corisco et à environ 10 miles marins de la côte du Gabon et 18 miles marins de celle de la Guinée équatoriale. La Cour évoque ensuite le contexte historique du différend opposant les parties jusqu'à leur accession respective à l'indépendance, soit le 17 août 1960 pour le Gabon et le 12 octobre 1968 pour la Guinée équatoriale, puis postérieurement à celle-ci. Donc à ce stade-là, pour rappeler quand même quelques éléments historiques, c'est important, hein, je reviens sur la décision elle-même. Si vous avez téléchargé également le document de 64 pages, vous pouvez repartir dessus. Alors, oui, donc je vais accepter Marine. Donc, par rapport aux aspects historiques, c'est vraiment le résumé, hein, parce que Marine, alors, je vais couper ton micro, s'il te plaît, Marine. Ok, c'est bon. Marine reviendra de manière détaillée, hein, sur les aspects historiques, mais vu qu'on est encore dans le contexte, je vais quand même revenir de manière très brève sur les aspects historiques. C'est quand même important d'avoir présent à l'esprit un certain nombre de dates, notamment 1778, 1900, ensuite 1901 à 1971, c'est important. Ensuite, 1960, 17 août 1960 pour le Gabon, 12 octobre 1968 pour la Guinée équatoriale, 1974. C'est important d'avoir ces dates-là en tête parce que ce sont des périodes historiques importantes par rapport au conflit. Donc, traité d'amitié et de commerce du Pardo, traité du Pardo, conclu entre le Portugal et l'Espagne en 1778. Affirmation par l'Espagne de sa souveraineté sur l'île Corisco, donc c'est à peu près dans ces eaux-là que l'Espagne acquiert cet espace-là. Affirmation de l'Espagne, pardon, de sa souveraineté sur l'île Corisco et ses dépendances. Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée, conclue en 1900, la fameuse convention de 1900. Important aussi d'avoir cet élément-là présent à l'esprit. Commission chargée de délimiter le terrain, sur le terrain, pardon, la frontière entre les territoires coloniaux de l'Espagne et la France. Commission de 1900. Alors, je veux juste rappeler un petit élément, là ça fait partie du commentaire du coup que je fais, c'est que quand en 1900, la France et l'Espagne s'accordent pour faire un traité pour délimiter leur colonie entre la Guinée équatoriale et le Gabon, il y a un tracé provisoire qui est fait dans la convention de 1900. Ce tracé provisoire-là, il est indiqué à l'article 4 de la convention en question. Ensuite, les deux pays conviennent toujours dans la même convention, à l'article 8, qu'il va y avoir un autre tracé. Et ce tracé-là, ce sera le tracé définitif. Et en fait, dans l'article 8, il détermine les conditions dans lesquelles le nouveau tracé va être fait. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est entre 1901 et 1919 qu'il y a des actes qui s'opposent dans le sens de respecter l'article 8 de la Convention de 1900, donc faire un nouveau tracé. Et vous allez comprendre quand on va lire, quand on va évoluer dans la décision, que le nouveau tracé en question, il y a eu des actes qui ont été posés dans le sens de ce nouveau tracé, mais la modification n'a jamais été actée. Ce qui veut dire que dans la décision de justice, quand la Cour va dire, hein, je me permets du coup d'aller un peu plus loin comme ça, même si ce n'est qu'un élément historique, mais c'est quand même déjà important de le dire à ce stade-là, quand la Cour va dire que le titre juridique sur lequel on doit se baser pour délimiter la frontière terrestre, c'est la Convention de 1900 entre la France et l'Espagne, en fait, la Cour parle de la Convention de 1900 dans sa version initiale, dans sa version de base, et donc le tracé provisoire, le tracé prévu à l'article 4, pas ce qui s'est passé entre 1901 et 1919. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à comprendre le commentaire que certains font dans le sens d'accuser la France en disant « Ah, la France n'a pas fait les choses de manière sérieuse, ou n'a pas donné un certain nombre de documents. » Enfin, vous verrez très vite que ce type d'argument est bien battu en brèche par la Guinée équatoriale qui a aussi été colonisée en l'occurrence et qui s'est plutôt très bien débrouillée malgré le fait que c'était aussi une ancienne colonie. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc,
En 1901, pardon, il y a une commission du coup, en application de l'article 8 de la Convention de 1900, qui est instituée pour délimiter sur le terrain la frontière entre les territoires coloniaux de l'Espagne et de la France. Commission de 1901. Modification et correction de la frontière proposée par la Commission de 1901, qui est désignée comme constituant la frontière provisoire par un accord conclu entre les gouverneurs généraux respectifs de l'Espagne et de la France en 1919. Donc là, on est toujours dans la volonté d'appliquer l'article 8, c'est-à-dire faire un nouveau tracé. Mais finalement, vous verrez que ce nouveau tracé-là, eh bien, il n'a pas été retenu par la Cour parce qu'il n'a jamais été validé de manière formelle. Voilà. Donc, on en reste au tracé de l'article 4 de la Convention de 1901, le tracé provisoire initial. Ensuite, 17 août 1960, obtention par le Gabon de son indépendance de la France. 12 octobre 1968, obtention de la Guinée équatoriale de son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Et en 1974, signature de la prétendue convention de Bata entre le Gabon et la Guinée équatoriale, intitulée Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes sur la Guinée équatoriale, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Maintenant, on en revient à notre résumé. Et donc, cette partie du résumé qu'on va lire, elle concerne les paragraphes 29 à 46 de la décision. Et cette partie du résumé qu'on va lire, la Cour vient simplement rappeler qu'elle a été saisie par un compromis entre le Gabon et la Guinée équatoriale, et elle vient dire quel est le rôle, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a saisie pourquoi? Sur quoi est-ce qu'elle doit se prononcer? Voilà, globalement, c'est ça qu'elle dit dans cette partie-là. La tâche de la Cour au terme du compromis. En précisant la tâche qui lui a été confiée par le compromis, la Cour observe que les parties s'accordent sur plusieurs points touchant à son interprétation. Il ne lui a pas été demandé dans celui-ci, donc dans le compromis, de délimiter les frontières terrestres et maritimes, ni de trancher la question de la souveraineté sur les îles Bagné, Cocotier et Conga, mais uniquement de déterminer si les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par l'une et l'autre des parties font droit dans leurs relations s'agissant du différend qui les oppose, dont l'objet est défini au paragraphe 1 de l'article 1er de ce compromis. Les parties ne contestent pas non plus que chacune d'elles est libre d'invoquer devant la Cour d'autres titres juridiques que ceux mentionnés dans le compromis, ainsi que le confirme expressément le paragraphe 4 de l'article 1er. De plus, conformément aux paragraphes 2 et 3 de ce même article, elles reconnaissent la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles de l'Afrique occidentale sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée, ci-après la Convention de 1900, comme applicable aux différends qui les opposent. Les parties ont en revanche des vues divergentes sur l'interprétation de l'expression « titre juridique » employée au paragraphe 1 de l'article 1er du compromis. La Cour relève, je rappelle à ce stade-là quand même, que titre juridique, ce n'est pas qu'un document. Titre juridique, ça peut aussi être un fait ou une situation qui vous donne un droit. Bon, il me semble que pour le Gabon, titre juridique, c'était que le document. C'est pour ça d'ailleurs que la Cour rappelle que les deux parties ont une vision différente de la notion de titre juridique. C'est-à-dire que pour le Gabon, c'était seulement il fallait absolument que ce soit un document, en l'occurrence surtout une convention ou un traité. Alors que vous verrez, avec le commentaire qu'on fera plus loin, que malheureusement, c'est plus complexe que ça. Bon. La Cour relève que, au terme du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis, elle est appelée à déterminer si les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties font droit dans les relations entre elles s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et de la souveraineté sur les 3 îles. En gros, sur quoi doit-on se baser? Sur quel document ou sur quel fait ou sur quelle situation doit-on se baser pour ensuite aller déterminer le tracé de la frontière terrestre entre les deux pays? Première chose. Deuxième chose, savoir qui a la souveraineté sur les îles ou pas. Troisième chose, délimiter les frontières maritimes entre les deux pays. Globalement, c'est ça. À la lumière de la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne,
selon laquelle un traité doit être interprété suivant le sens ordinaire à attribuer à ces termes, il est difficile de concevoir que les titres juridiques puissent être limités aux traités et conventions internationales. Vous voyez, la Cour reprécise ça. On ne peut pas limiter le terme titre juridique à un traité ou à une convention internationale. Parce que un autre élément important, et là je fais du commentaire, un autre élément important que vous, citoyens gabonais, devez savoir, c'est que quand on fait un traité ou une convention internationale, il y a deux types de règles qui entrent en ligne de compte. Il y a des règles au niveau international. Ces règles-là, on les trouve essentiellement dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui date de 1969, et le Gabon d'ailleurs est parti à cette convention-là. D'autre part, on a des règles à l'échelle interne, donc à l'échelle de notre propre pays, qui sont aussi censées s'appliquer. Ces règles-là, on les retrouve dans notre Constitution, mais aussi dans notre Code civil. On les retrouve notamment à l'article 15 de notre Code civil. Je vais donner le contenu de ces règles-là quand on va parler notamment de la convention, la prétendue convention de Bata. Mais pour l'instant, c'est quand même important de savoir ça. Et curieusement, il se trouve que le Gabon n'a pas respecté justement ces règles-là pour que la prétendue convention de Bata puisse véritablement être considérée comme convention. Pourtant, dans son argument devant la CIJ, pour elle, titre juridique, ça devait absolument être un traité. Mais enfin, un traité qui en réalité n'est pas un traité puisque, a priori, vous n'avez pas respecté à la fois les règles internationales et vos propres règles pour en faire un traité. Un peu curieux, mais bon. D'un point de vue grammatical, l'absence de virgule après le mot traité et convention internationale indique que les parties ont souhaité présenter ces termes de manière cumulative. En outre, si les titres juridiques étaient compris dans la catégorie des traités et conventions internationales, leur mention même se trouverait en grande partie privée d'objet. La Cour et sa dévancière, la Cour permanente de justice internationale, ont souligné que les clauses d'un compromis sur lequel la Cour est saisie d'un différend doivent, si cela n'est pas faire violence à leurs termes, être interprétées d'une manière permettant à ces clauses de déployer leurs effets utiles. L'expression titre juridique a en conséquence un sens spécifique qui ne se limite pas aux traités et conventions internationales. En fait, ici, la Cour rappelle même que dans sa pratique habituelle, la pratique habituelle de la Cour internationale de justice, l'expression titre juridique ne se limite pas aux traités et conventions internationales. C'est simplement ça qu'elle est en train de rappeler. Donc, elle est en train de dire, en fait, que c'est pas le Gabon qui va venir lui dire que titre juridique, là, ça doit uniquement être un traité ou une convention ou un accord international. En gros, c'est ça, en fait, que la Cour est en train de dire. Parce que il y a quand même ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire des précédents. Hein, à partir du moment où il y a des précédents qui sont strictement similaires à votre situation, on va pas faire comme s'il y avait jamais eu de précédent et que c'était nouveau, ça arrivait pour la première fois et puis voilà. La Cour révèle ensuite que les parties sont en désaccord sur ce que recouvre l'expression titre juridique. Si elle a conclu que les titres juridiques ne peuvent être limités aux traités et conventions internationales, il lui reste toutefois à déterminer le sens à attribuer à l'expression traité et convention internationale, dans le contexte de l'article 1er du compromis. La Cour ne considère pas que l'expression titre juridique est employée dans le compromis d'une manière justifiant une interprétation plus étroite qu'à l'accoutumée de cette expression. La Cour a eu l'occasion d'examiner la notion de titre juridique dans sa jurisprudence, justement comme je disais tantôt. Dans l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-République du Mali, la Chambre a observé que, en général, le terme titre ne renvoyait pas uniquement à une preuve documentaire, mais pouvait également viser aussi bien tout moyen de preuve susceptible d'établir l'existence d'un droit que la source même de ce droit. Vous voyez, on va beaucoup plus loin. Et vraiment, l'expression titre, pour montrer combien de fois l'expression titre ne se limite pas qu'à un document. Non seulement ça peut être la preuve susceptible d'établir l'existence d'un droit, mais ça peut être la source même du droit en question. Donc, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin. Dans l'affaire du différend frontalier, et vous allez voir que la Guinée équatoriale, vraiment, quand Marine interviendra, vous allez voir que la Guinée équatoriale a su utiliser dans son argumentation de manière très large la compréhension que la Cour a du mot titre en question. Parce que la la Guinée équatoriale est allée jusqu'à produire même parfois des correspondances entre elle et les Nations Unies, par exemple,
lorsque le Gabon a tenté d'aller faire enregistrer la prétendue convention de Bata auprès des Nations Unies, la Guinée équatoriale a protesté, elle a fait des protestations, elle a envoyé des courriers au secrétariat général des Nations Unies pour contester justement l'enregistrement de l'instrument en question. Et donc, la Guinée équatoriale est allée jusqu'à produire des éléments comme ça. Elle est allée jusqu'à produire même des correspondances entre diplomates. Bref. Dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, la Chambre a en outre reconnu que le titre sur un territoire au sens de source des droits d'un État sur le plan international pouvait découler de l'acquisition par cet État d'un titre juridique préexistant par succession au titulaire de ce titre. Donc là, on est simplement en train de dire que le titre juridique, il peut exister avant même la naissance de l'État. Et c'est normal dans le contexte parce qu'on a deux pays qui étaient des colonies. Donc le titre juridique, ça peut être aussi un document, un fait ou une situation qui a été hérité de l'État colonial qui était là avant l'État nouvellement indépendant. Donc, voyez, on va plus loin encore dans la notion de ce que c'est qu'un titre juridique pour venir asseoir le fait d'être propriétaire, par exemple, de l'île Bagné ou pas. La Cour est par conséquent d'avis que, dans l'expression titre juridique, employée à l'article 1er du compromis, le titre doit s'entendre comme désignant également la source d'un droit. Il reste à rechercher lesquels des éléments invoqués par la Guinée équatoriale dans ses conclusions finales constituent des titres juridiques au sens du compromis. Parce qu'effectivement, la Guinée équatoriale a invoqué tout un tas d'éléments. Contrairement au Gabon qui s'est limité à invoquer uniquement des documents, et en l'occurrence, un document illisible et redactylographié. Lorsque le compromis constitue la seule base de compétence, toute demande formulée par une partie dans ses conclusions finales ne peut relever de la compétence de la Cour que si elle demeure dans les limites définies par les dispositions du compromis. Toute décision de la Cour de reconnaître un élément invoqué par une partie en tant que titre juridique au sens de l'article 1er du compromis ne peut donc être justifiée qu'à l'égard des éléments invoqués par les parties dans leurs conclusions finales et au sujet des questions en litige entre elles. La Cour note que la Guinée équatoriale ne lui demande pas, dans ses conclusions finales, de dire que les effectivités lui confèrent en tant que tel un titre juridique s'agissant de la délimitation de la frontière terrestre commune, ainsi que cela sera examiné plus en détail ci-après. La Guinée équatoriale se fonde sur les effectivités parce que celles-ci confirment, selon elle, l'existence d'un droit découlant d'un titre juridique. De même, le principe de l'uti possidetis juris n'est pas invoqué par la Guinée équatoriale dans ses conclusions finales. Alors, le principe de l'uti possidetis juris, pour comprendre de manière très simple, c'est un principe en droit international qui veut que l'État nouvellement indépendant hérite des frontières ou des limites administratives qui ont été faites par l'État colonial. C'est ça que ça veut dire, de manière simple. L'uti possidetis juris. C'est-à-dire que la France possédait le Gabon en tant que colonie. La France a délimité des frontières, des limites administratives. Et donc, le Gabon, en vertu de ce principe-là, qui est reconnu du coup en droit international, hérite naturellement, lorsqu'il devient indépendant, de ces limites administratives-là. C'est simplement ça qu'il faut comprendre par ce fameux principe. Dans ces circonstances, enfin, ce qu'il faut aussi comprendre, donc, si l'État nouvellement indépendant hérite des limites administratives posées par l'ancien État colonial, ça veut donc dire que dans le litige qui oppose la Guinée équatoriale et le Gabon sur la délimitation de leurs espaces terrestres, de leurs espaces maritimes, et le fait de savoir qui est souverain sur l'île Mbagné, eh bien, l'héritage qu'ils ont eu respectivement de l'Espagne pour la Guinée équatoriale et de la France pour le Gabon compte aussi comme titre juridique, peut aussi compter comme titre juridique. Parce que vous allez voir vers la fin qu'effectivement, parmi les titres juridiques, il y a aussi les titres, ou en tout cas les droits que la Guinée équatoriale, par exemple, a obtenus de l'Espagne lorsqu'elle est devenue indépendante. Donc, les droits que la Guinée équatoriale a obtenus de l'Espagne, lorsqu'elle est devenue indépendante, eh bien, ces droits-là font foi en tant que titre juridique pour pouvoir se baser dessus comme élément pour dire quel est le tracé de la frontière, quel est le tracé de la frontière terrestre justement qui peut être fait entre les deux pays
qui a la souveraineté sur les îles, etc., etc. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire, aux fins du présent arrêt, d'examiner la question de savoir si les effectivités et le principe de l'outil possidetis juris constituent des titres juridiques au sens du compromis. La convention de Bata. Donc là, on va parler de la fameuse convention. Donc là, on vient de voir, la Cour, en fait, elle vient d'expliquer quel était son rôle, c'est-à-dire que sur quoi est-ce que elle a été saisie. Elle a été saisie pour dire quoi, pour faire quoi comme travail, et c'est quoi un titre juridique. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir de cette partie. C'est-à-dire, elle a été saisie non pas pour dire à qui appartient tel ou tel autre espace, ou pour délimiter des territoires, ou pour dire que tel pays a la souveraineté sur tel espace, non. Elle a été saisie pour dire simplement quel est le titre juridique sur lequel les deux États doivent se baser pour ensuite aller régler ces problèmes-là, ces questions-là. Et dans la partie là aussi, elle dit c'est quoi un titre juridique. Elle explique qu'un titre juridique, c'est pas seulement un document. Un titre juridique, ça peut être, comme j'ai dit, un fait, une situation, etc., qui permet d'avoir un droit. Et elle explique aussi que parmi les titres juridiques, on peut aller plus loin parce que comme ce sont des États nouvelles, enfin des États qui sont devenus indépendants, il y avait des espaces coloniaux, c'était des colonies avant. Eh bien, le titre juridique, il peut aussi venir simplement de l'héritage que les États nouvellement indépendants ont eu des limites administratives faites par les États coloniaux, respectivement pour la Guinée équatoriale, l'Espagne en 1968, pour le Gabon, la France en 1960. Maintenant, on va parler de la fameuse convention de Bata. La convention de Bata, elle concerne les considérants 47 à 98 de la décision qui a été rendue par la Cour. Donc, qu'est-ce qui est dit dans le résumé? Le Gabon avance que le 12 septembre 1974, les présidents équato-guinéens et gabonais ont signé à Bata une convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Dans ses conclusions finales, le Gabon invoque la convention de Bata, voyons, on met ça toujours entre guillemets, en tant que titre juridique faisant droit, entre les parties en ce qui concerne les trois éléments du différend. Le différend concernant la frontière terrestre, celui sur les îles Mbagné, Cocotier, Konga, et celui relatif à la frontière maritime. La Guinée équatoriale demande quant à elle, à la Cour, de dire que la convention de Bata ne fait pas droit et n'a aucune incidence juridique dans les relations entre les parties. Celles-ci reconnaissent donc les parties que le point de savoir si la convention de Bata est un traité en vigueur entre elles, et partant, si elle constitue un titre juridique au sens du compromis, se trouve au cœur du différend soumis à la Cour. Effectivement, c'est vraiment ça le cœur du différend soumis à la Cour. Pourquoi? Parce que ce qu'on va constater en évoluant dans la lecture et dans le commentaire, c'est que finalement, si les deux pays avaient réellement fait un accord après l'accord de 1900 des deux États coloniaux, et que cet accord-là était valable à la fois au sens du droit international comme au sens du droit interne, que ce soit du Gabon et de la Guinée équatoriale, eh bien, ce qui a été décidé dans ce prétendu accord se serait imposé. Et donc, tout le sujet aujourd'hui qu'on a sur le fait de savoir finalement qui est souverain de Mbagné ou pas, ou quel est le tracé qu'il faut qu'on admette dans la frontière terrestre, pardon. Quelles sont les délimitations des frontières maritimes? Enfin, tout ce débat-là n'existerait pas parce que les deux États, en tant qu'États souverains, auraient convenu dans les formes de l'art de comment régler tout ce sujet-là dans le cadre de la prétendue convention de Bata. Mais bon, vous savez très bien que la convention de Bata, c'est une arlésienne. Elle n'existe pas. Bon, enfin, je ne vais pas être catégorique, sinon sinon les gens vont venir récupérer cette partie-là et puis aller faire des commentaires. Il semblerait qu'elle n'existe pas. Vous savez ce que c'est une arlésienne ou pas? J'en profite pour faire une petite digression. Vous savez ce que c'est ou pas une arlésienne? Une arlésienne, en fait, c'est un personnage fictif qu'on attend et qui ne viendra jamais. C'est un événement, en fait, un événement que tu attends et qui ne se produira jamais. Voilà, c'est ça une arlésienne. Allez regarder éventuellement sur Google. C'est juste une petite digression pour rigoler. Mais là, pour le coup, vous voyez, on a une sorte d'arlésienne à la gabonaise. Hein. C'est intéressant d'ailleurs hein, d'être en mesure comme ça de produire des choses. Hein. Donc on a une arlésienne à la gabonaise, c'est très bien.
la prétendue convention de Bata. Voilà. Donc, la Guinée équatoriale demande quant à elle, à la Cour, de dire que la convention ne fait pas droit et n'a aucune incidence juridique dans les relations entre les parties. Celles-ci reconnaissent que le point de savoir si la convention de Bata est un traité en vigueur entre elles et partant si elle constitue un titre juridique au sens du compromis se trouve au cœur du différend soumis à la Cour. La Cour estime qu'il convient d'examiner cette question en premier lieu. Vous voyez, c'est vraiment la première question que la Cour a estimé devoir traiter avant toutes les autres, en raison des répercussions qu'elle pourrait avoir s'agissant de tous les aspects du différend. Parce qu'effectivement, si on reconnaissait la convention de Bata, tout le reste du litige n'aurait absolument pas lieu d'être. En février 2004, le Gabon a transmis la convention de Bata au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Après examen du document, la section des traités du Bureau des affaires juridiques a constaté que les versions françaises et espagnoles de la convention transmise par le Gabon étaient illisibles et a prié ce dernier de lui remettre des copies de meilleure qualité. Le Gabon a par la suite présenté des textes redactylographiés. Le secrétariat a enregistré la convention de Bata le 2 mars 2004 et l'a publiée dans le recueil des traités des Nations Unies. Petit commentaire important. La prétendue convention de Bata, elle est signée en septembre 1974. Comme le prévoit le droit des traités, la convention de 1969, la convention de Vienne de 1969, les instruments de traités ou accords ou conventions entre pays doivent être enregistrés auprès des Nations Unies. Vous pouvez aller lire les articles 9, 10, 76 et 80 de la convention en question pour voir comment ça se passe. 1974-2004. Donc, c'est 30 ans après. Il me semble que ça fait 30 ans. C'est 30 ans après que le Gabon tente de faire enregistrer la copie de la convention auprès des Nations Unies. Et il se trouve que quand le Gabon va 30 ans après, donc ça veut dire qu'entre 1974 et 2004, jamais personne n'a tenté d'invoquer cette convention parce que n'ayant pas été enregistré. Donc déjà, personne n'a tenté de l'invoquer, première chose. Deuxième chose, on attend 30 ans pour aller la faire enregistrer. Bon, pourquoi pas. Quand on arrive aux Nations Unies, on présente une copie. Et en fait, c'est les Nations Unies qui nous font observer que la copie en question est illisible et qui nous demandent de produire une copie de meilleure qualité. Bon, on peut admettre effectivement que les gens n'aient pas pu se rendre compte que la copie était illisible, pourquoi pas. Et donc, ce détail-là est important. Pourquoi? Parce que quand on va faire enregistrer auprès des Nations Unies, en fait, c'est pas les Nations Unies qui déterminent de s'il s'agit réellement d'une convention ou pas. Les États-Unis, les Nations Unies, lapsus révélateur, États-Unis, lapsus révélateur, les Nations Unies sont là simplement pour enregistrer les instruments d'une convention. Bon, ils vont quand même pas enregistrer une copie lisible, donc ils nous disent, voilà, c'est lisible. Et puis on part réécrire, parce que redactylographie, c'est ce que ça veut dire. On allait retaper un truc, et puis voilà. Ce qui va se passer ensuite, donc c'est pas les Nations Unies qui déterminent de si la convention, c'est bien une convention ou pas. C'est pas eux qui disent ça. Eux, ils veulent juste, des instruments corrects et tout, voilà. Ce qui se passe ensuite, c'est que la Guinée équatoriale, une fois qu'elle est informée du fait que le Gabon tente d'enregistrer une convention concernant le conflit qu'ils ont par rapport aux espaces maritimes, aux délimitations des frontières, etc., la Guinée équatoriale va envoyer des courriers justement pour contester l'enregistrement de l'instrument en question. Et la suite, c'est ce qui arrive. L'existence et l'authenticité de la convention de Bata ont été l'objet de désaccords entre les parties. Au fin de l'analyse, la Cour supposera, sans se prononcer, qu'un texte a été signé à Bata et que les copies versées au dossier de la présente espèce sont des reproductions de ce texte. La question décisive, selon la Cour, est celle de savoir si la convention de Bata est un traité qui fait droit entre les parties, s'agissant justement du différend qui les oppose sur les frontières, et si elle constitue, en conséquence, un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis par lequel justement les deux pays sont allés saisir la Cour internationale de justice. La Cour rappelle que le droit international coutumier des traités
selon le droit international coutumier des traités, un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international constitue un traité. Si les traités peuvent prendre des formes et recevoir des appellations très variées, l'existence d'une intention des parties d'être liées juridiquement est toutefois nécessaire pour qu'un instrument constitue un traité. Pourquoi est-ce que la Cour dit ça? La Cour dit ça parce que quand vous allez regarder justement les articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies de 1969 sur le droit des traités, elle explique dans quel cadre les États qui décident de faire une convention, un traité entre eux, consentent justement à faire un traité entre eux. Et ce qu'elle fait observer, c'est que vraisemblablement, dans la situation qui concerne la Guinée équatoriale et le Gabon, notamment par rapport à la prétendue convention de Bata, eh bien ça s'est pas passé comme c'est prévu dans la Convention internationale sur le droit des traités. En fait, c'est ça qu'elle est en train de dire. La question décisive, selon elle, est celle de savoir si la Convention de Bata est un traité. La Cour note que la Convention de Bata pourrait être qualifiée de traité si les parties avaient exprimé l'intention d'être juridiquement liées par ce document, ou si une telle intention pouvait être déduite. Donc, elle est en train de dire que les deux parties n'avaient pas véritablement, il y a une partie, vraisemblablement la nôtre, qui considérait qu'elle était engagée, et il y a vraisemblablement l'autre partie, donc la Guinée équatoriale, qui considérait que ce n'était pas le cas pour elle. D'ailleurs, dans la décision entière, la Cour internationale la Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle indique que pour elle, elle était engagée dans des négociations avec le Gabon, mais des négociations qui n'étaient jamais arrivées à un accord formel. Or, c'est le Gabon qui soutient justement qu'ils étaient engagés dans des négociations qui sont arrivées à un accord formel. Mais curieusement, le Gabon ne peut pas produire le document authentique de l'accord formel en question. La Cour observe que des indices de l'intention des parties d'être liées peuvent être dégagés des termes de l'instrument et des circonstances particulières de sa rédaction, ainsi que du comportement ultérieur des parties. La Cour commence par rechercher si les termes de la Convention de Bata, qui comporte 10 articles et un nota bene, traduisent l'intention des parties d'être juridiquement liées par celle-ci. Elle note que cet instrument présente plusieurs caractéristiques qui, à première vue, lui donnent l'apparence d'un traité. Il en va ainsi du préambule, qui indique que la Convention de Bata a pour but de régler les différends qui opposent les parties en établissant définitivement les frontières terrestres et maritimes communes, ainsi que des articles 2, cession de territoire, 3, reconnaissance de souveraineté sur les territoires, et 4, tracé de la frontière maritime. Et 4, tracé de la frontière maritime de la Convention. Ce sont là des éléments qui laissent penser que les parties pourraient avoir eu l'intention d'être liées juridiquement par la dite Convention. Cela étant, la Cour prend note de certaines dispositions de la Convention de Bata, en particulier l'article 7 et le nota bene, qui font douter de l'intention des parties d'établir définitivement leurs frontières terrestres et maritimes communes, dans la mesure où elles paraissent subordonner les engagements prévus aux articles 2 et 4 à la conclusion d'accords ultérieurs entre les parties. Donc, vous voyez qu'ici, l'intention ferme et définitive d'être engagé juridiquement dans le cadre de la Convention de Bata entre le Gabon et la Guinée équatoriale n'existe pas. Cette intention ferme et définitive, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que on va même soumettre l'application des articles 2 et 4, l'article 2 qui parlait de la cession des territoires dans la prétendue Convention de Bata, et l'article 4 qui parle du tracé des frontières. On va soumettre l'application de ces deux articles-là à la conclusion d'autres accords dans l'avenir. Et cela se fait, me semble-t-il, dans l'article 7 et dans le nota bene de la prétendue Convention de Bata. Donc tout ça, effectivement, participe de douter du fait que les deux pays ont réellement voulu être engagés de manière ferme et définitive dans le cadre d'une prétendue Convention de Bata. Donc, la grande question qu'en vrai, en tant que citoyen gabonais, on doit se poser, c'est sur quoi le Gabon s'est basé pour considérer
qu'il y avait une convention de Bata, et mieux, pour asseoir quasiment l'essentiel de sa défense sur cette prétendue convention dont on n'était même pas en mesure de produire le document authentique. C'est ça, en fait, le vrai sujet aujourd'hui. Et je pense que ça, ce n'est même pas qu'un sujet purement et simplement juridique, et je me permets ce commentaire. C'est même un sujet national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités gabonaises devraient être en mesure de nous expliquer. Il devrait y avoir une enquête, cette fois-ci une enquête qui produit ses conclusions et surtout qui en informe les citoyens. Expliquez-nous, en fait, dites-nous un peu. Enfin, c'est vraiment, on a envie de savoir, on veut comprendre. La Cour en vient ensuite aux circonstances dans lesquelles la Convention de Bata a été élaborée. Elle observe que les informations qui lui ont été fournies sur le processus ayant abouti à la signature de la dite convention sont limitées et contradictoires. Elle n'a en sa possession aucun compte rendu établi à l'époque de la réunion tenue à Bata en septembre 1974. Elle ne dispose pas davantage de documents préparatoires susceptibles d'apporter un éclairage sur l'intention des parties. Vous savez, même pour la rédaction d'un simple arrêté ou d'un simple décret dans n'importe quelle république qui se respecte, il y a des travaux préparatoires. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un mémoire ou une thèse sur une loi dans un pays, vous n'allez pas vous limiter qu'à lire la loi. Vous pouvez aller consulter, par exemple, les archives du Parlement pour savoir qu'est-ce qui est dit dans les travaux préparatifs qui ont amené à la loi en question. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur YouTube où j'expliquais la procédure législative au Gabon. C'est quand même plutôt, enfin, il y a quand même plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a un travail si c'est par exemple un projet, une proposition, non, si c'est un projet de loi, il y a un travail qui est fait au sein du gouvernement. Ensuite, il y a le texte doit passer à plusieurs endroits. Il arrive au sein du Parlement, pas directement, on ne le vote pas directement quand il arrive au sein du Parlement. Il passe d'abord dans des commissions, ça dépend du type de sujet. Donc, il y a des travaux qui vont être faits en commission. Et le travail qui est fait en commission, eh bien, on fait des rapports, on écrit, enfin, l'administration est écrite. Donc, vous voyez que si, comme on dit en droit, qui peut le plus, peut le moins, si pour une loi, on a tout ce cheminement-là, et donc on est en mesure de savoir si on veut écrire une thèse ou un mémoire sur une loi, on est en mesure d'aller rechercher, par exemple, les travaux préparatifs qui ont amené à la loi en question, à plus forte raison pour une convention. Donc, c'est impressionnant et c'est quand même, ça questionne, hein, de voir que, pour le coup, pour une prétendue convention, la Cour dit qu'elle n'a en sa possession aucun compte rendu établi à l'époque de la réunion tenue à Bata en septembre 1974. Elle ne dispose pas non plus davantage de documents préparatoires susceptibles d'apporter un éclairage sur l'intention des parties. Les parties n'ont fait aucune déclaration officielle au moment de la signature de la Convention de Bata. Et il a été fait référence à un communiqué final signé par les deux chefs d'État à Bata, mais le texte intégral de ce communiqué n'a pas été produit. La Cour n'est donc pas en mesure d'analyser son contenu ni d'apprécier dans quelle mesure il se rapporte à la Convention de Bata. La Cour note que les parties se sont abondamment référées à la correspondance diplomatique des autorités françaises et espagnoles après la signature de la Convention de Bata. Selon elle, les échanges ne font que confirmer qu'une grande incertitude régnait juste après la signature de la Convention de Bata. Et dans les années qui ont suivi, concernant le point de savoir si ce document avait vocation à constituer un traité juridiquement contraignant ou s'il s'agissait d'un simple projet. Dans l'ensemble, les circonstances entourant la rédaction de la Convention de Bata ne permettent pas à la Cour d'établir l'intention des parties. Elles ne révèlent aucune intention manifeste de ces dernières d'être juridiquement liées. La Cour examine ensuite le comportement ultérieur des parties afin de déterminer s'il indique que celles-ci entendaient être juridiquement liées par la Convention de Bata au moment de sa signature. Selon elle, ce comportement fournit des éléments convaincants indiquant que, pour elle, la Convention de Bata n'était pas conçue comme un traité faisant droit entre elles. La Cour examine trois aspects principaux de ce comportement. Premièrement, la Cour constate que les parties n'ont jamais donné effet aux dispositions de la Convention de Bata. Effectivement, la Convention a été signée, semble-t-il, en 1974. Ce n'est qu'en 2024 qu'on tente d'aller la faire enregistrer. Elle révèle qu'il ressort très, très clairement de son libellé que cet instrument avait vocation à s'inscrire dans un règlement plus large du différend opposant les parties et devait être complété par des mesures et des accords supplémentaires ultérieurs.
Or, ces mesures supplémentaires n'ont cependant jamais été mises en œuvre. Deuxièmement, la Cour note que, entre 1979 et 2003, les parties ont pris part à plusieurs cycles de négociations. Les éléments versés au dossier indiquent que ces négociations portaient sur des questions que la Convention de Bata était censée avoir réglées. La Cour constate que les parties ont toujours agi comme si cette convention n'était pas contraignante à leur égard. Effectivement, si vous avez un accord qui est contraignant à votre égard, vous ne mettez pas 30 ans avant de commencer à vouloir l'appliquer. 30 ans. Il n'est du reste pas contesté entre les parties que celle-ci n'a à aucun moment, au cours de ces négociations, été invoquée par l'une ou l'autre. Troisièmement, la Cour considère que divers échanges diplomatiques entre les parties en particulier, des lettres de protestation postérieures à la signature de la Convention de Bata, confirment eux aussi, que les parties n'ont à aucun moment considéré qu'elles étaient liées par celle-ci. Il en va ainsi, par exemple, de la protestation émise par le Gabon le 13 septembre 1999, après que la Guinée équatoriale a adopté le décret numéro 1/1999, qui désigne la ligne médiane comme étant la frontière maritime entre les deux pays et plaçait des points de base sur les îles Mbagné, Cocotier et Konga. Dans sa note verbale, le Gabon revendiquait la souveraineté sur les îles, mais ne faisait aucune mention de la Convention de Bata. Pourtant, pour le Gabon, la Convention de Bata était censée régler le problème de la souveraineté sur les îles. Mais en 1999, alors, vous signez une convention en 1974 où vous dites, cette convention règle le problème de la souveraineté sur les îles. Ok, super. En 1999, vous contestez, vous contestez un décret qui a été pris par rapport à la délimitation des frontières maritimes concernant les îles en question. Au lieu d'invoquer la convention qui vous lie et qui vous donne justement la souveraineté sur les îles en question, vous ne vous basez pas sur elle, vous faites simplement une revendication. Il proposait également de reprendre les négociations suspendues en 1993 afin de régler le différend entre les parties. La Cour considère que le comportement ultérieur des parties, pris dans son ensemble, fournit des éléments convaincants indiquant que ces dernières ne considéraient pas que la Convention de Bata fût un traité. À la lumière de ce qui précède, et donc c'est la conclusion de cette partie, en particulier du comportement adopté par les parties dans les décennies qui ont suivi la signature de la Convention, la Cour conclut que cet instrument n'est pas un traité faisant droit entre la Guinée équatoriale et le Gabon en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocotier et Konga. Par conséquent, la Convention de Bata ne constitue pas un titre juridique au sens du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis. Je vais juste rajouter un dernier élément avant de passer à la troisième partie sur la Convention de Bata en disant que si vous lisez l'article 15 de notre Code civil, vous allez comprendre ce qui suit. Donc l'article 14 de notre Code civil dit « Les traités et accords internationaux acquièrent force exécutoire par l'accomplissement de formalités prévues par la Constitution. » On va s'arrêter là d'abord pour la lecture de l'article 14 de notre Code civil. Donc notre Code civil nous dit que pour qu'un traité ou un accord international, donc la Convention de Bata par exemple, puisse acquérir force exécutoire au Gabon, ça c'est notre propre loi, eh bien, il faut qu'on fasse des formalités qui sont prévues par la Constitution. En 1974, lorsque la Convention de Bata est signée, la Constitution qui s'appliquait, c'est la Constitution de 1961 dans sa version du 29 juillet 1972. Qu'est-ce qu'on lit dans cette Constitution-là? Eh bien, on regarde notamment l'article 51 de cette Constitution, puisque le Code civil nous renvoie à la Constitution, donc on va regarder la Constitution qui s'appliquait à cette époque-là. Eh bien, la Constitution nous dit, c'est l'article 52, les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'état des personnes ou qui comportent concession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés. Alors, si vous connaissez une loi qui a ratifié la Convention de Bata, une loi gabonaise qui a ratifié la Convention de Bata, conformément à l'article 52 de la Constitution et 14 de notre Code civil, je suis preneur.
L'article 14 de notre Code civil poursuit en disant que les traités et accords internationaux ne deviennent obligatoires qu'après leur publication au journal officiel de la République gabonaise. Si vous connaissez un extrait du journal officiel de la République gabonaise dans lequel on publie la convention de Bata, je suis preneur. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Dans la décision de justice, c'est méthodiquement la Guinée équatoriale qui a démontré tous ces éléments-là. En conséquence, la convention de Bata n'existerait pas. Donc, la troisième partie du coup de la décision, c'est le sujet du titre juridique qui doit être applicable à la délimitation de la frontière terrestre commune entre les deux parties. Et ça, c'est les considérants 99 à 157 de la décision elle-même qui aborde cette partie-là. Donc, le résumé dit ce qui suit. La Cour examine ensuite les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières terrestres communes. Le Gabon soutient que la Convention de Bata et la Convention de 1900, sous réserve des modifications apportées à la frontière par la Convention de Bata, sont les titres juridiques qui font droit dans les relations entre les parties s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes. La Guinée équatoriale invoque, en tant que titre juridique applicable, pour ce qui est de sa frontière terrestre avec le Gabon, la transmission aux parties par voie de succession de l'ensemble des titres territoriaux détenus par la France, pour le Gabon, et par l'Espagne, pour la Guinée équatoriale, sur le fondement de la Convention de 1900, y compris les titres territoriaux détenus sur le fondement des modifications apportées en application des dispositions de la dite Convention à la frontière décrite à son article 8. Donc, en fait, pour la Guinée équatoriale, le Gabon se base sur deux éléments. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre très simplement. Le Gabon se base sur deux éléments pour déterminer la frontière terrestre commune. Un, la Convention de 1900, dans son tracé initial, donc le tracé prévu à l'article 4 de la Convention de 1900. Deux, la Convention de Bata, dans la mesure où la Convention de Bata, effectivement, modifie, ou modifierait, enfin, la prétendue Convention de Bata, modifierait la Convention de 1900. Et pour la Guinée équatoriale, on doit se baser sur la Convention de 1900, mais la Convention de 1900, dont le tracé initial, le tracé provisoire, a été modifié conformément à l'article 8 de la même Convention de 1900, qui disait qu'effectivement, il fallait modifier le tracé. Et cette partie est très intéressante parce que cette partie elle va nous permettre de parler un peu de la fameuse affaire de Mongomo et Bibéine, etc. C'est vraiment cette partie-là qui concerne ce sujet-là. Donc là, il faut déjà comprendre les deux arguments que chacune des parties dit. La Cour rappelle qu'un État peut acquérir par voie de succession le titre territorial détenu par l'État prédécesseur. Les parties conviennent que, lorsqu'elles ont chacune accédé à l'indépendance, les titres territoriaux respectivement détenus par l'Espagne et la France en tant que puissance coloniale leur sont échus par voie de succession. C'est totalement normal. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le principe de l'outil possidetis juris qui veut que l'État nouvellement indépendant, il hérite des limites administratives qui ont été faites par l'État colonial. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les parties conviennent que les titres dont elles ont hérité lorsqu'elles ont accédé à l'indépendance étaient détenus par les puissances coloniales sur le fondement de la Convention de 1900. Le désaccord entre elles concerne la question de savoir si ces titres comprennent les titres territoriaux détenus sur le fondement des modifications apportées en application des dispositions de la dite Convention à la frontière décrite à l'article 4. En fait, le désaccord entre le Gabon et la Guinée équatoriale sont d'accord que on doit se baser sur la Convention de 1900, même si pour le Gabon, il faut rajouter la prétendue Convention de Bata. Sauf que, sur la Convention de 1900, les deux ne sont pas d'accord sur laquelle des versions de la Convention de 1900 il faut appliquer. Pour le Gabon, il faut appliquer la version initiale, la version de base, avec le tracé de l'article 4 de la Convention de 1900. Et pour la Guinée équatoriale, il faut appliquer la Convention de 1900 dans la version modifiée. Parce que l'article 8 de la Convention de 1900 prévoyait que le tracé de la frontière terrestre devait être modifié. On continue. L'article 8 de l'annexe 1, l'annexe numéro 1-2 de la Convention de 1900, prévoyait des procédures selon lesquelles la frontière définie à l'article 4 pouvait être modifiée. Et si vous lisez l'article 8 en question, il dit simplement que les deux gouvernements
s'engage à désigner dans le délai de 4 mois à compter de la date de l'échange des ratifications de la Convention de 1900, des commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions espagnoles et françaises, en conformité et suivant l'esprit des dispositions de la présente convention. Les parties conviennent que la frontière terrestre pouvait être modifiée sur la base de propositions faites par des commissaires, ou des délégués locaux, et que toute modification proposée devait être approuvée par les gouvernements respectifs de ces derniers. Elles s'entendent encore sur le fait que des commissaires ont été désignés conformément aux termes de la Convention de 1900 et qu'en 1901, ils ont soumis des propositions de modification de la frontière décrite à l'article 4 de la Convention. Les parties sont en revanche en désaccord sur la question de savoir si la frontière définitive de l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures prévues dans cet instrument. La Cour recherche donc si la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures prévues pour ce qui est d'une part de la zone de l'Outemboni et d'autre part de la zone du Kié. Vous savez, la rivière Kié, pour ceux qui connaissent bien cette région, qui est une rivière qui traverse les 3 pays, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Zone de l'Outemboni. En ce qui concerne la zone de la rivière Outemboni, les vues des parties divergent sur la question de savoir si la proposition soumise par la Convention de 1900 a été formellement approuvée par l'Espagne et la France. La Cour estime que les échanges intervenus entre l'Espagne et la France entre 1905 et 1907 indiquent que tel n'a pas été le cas. Elle observe que pendant les 5 décennies qui ont suivi, les 2 gouvernements n'ont, semble-t-il, pas davantage donné leur approbation. 2 notes établies par les autorités coloniales françaises le 15 et 16 septembre 1952 indiquent que la délimitation définitive prévue à l'article 8 de la Convention de 1900 n'avait alors toujours pas été effectuée par la Commission franco-espagnole. La Cour en vient à l'argument de la Guinée équatoriale selon lequel l'Espagne et la France ont approuvé la proposition de la Commission de 1901 par le comportement qu'elles ont adopté. La Cour note que l'Espagne a accompli des actes d'administration dans des villes telles que Asobla, située au sud de la frontière, définie à l'article 4 de la Convention de 1900, où elle a organisé des recensements, administré des écoles et des tribunaux, appliqué le droit pénal et réglementé l'activité économique. Or, le dossier de l'affaire renvoie à des situations dans lesquelles la France a protesté contre des incursions espagnoles dans des zones situées au sud de la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900. Et il y a d'autres dans lesquelles elle s'est fondée sur cette frontière. En outre, les documents internes du gouvernement français confirment que la France n'a pas approuvé la proposition de la Commission de 1901. Ainsi, en 1927, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française a fait état auprès du ministre français des colonies de plusieurs incidents au cours desquels les autorités coloniales espagnoles s'étaient livrées sur des territoires relevant incontestablement de la souveraineté française à certains actes. De même, en 1953, l'Institut géographique national français qualifiait la présence de l'Espagne dans la boucle de l'Outemboni d'occupation ostensible en violation flagrante de la Convention de 1900. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la France et l'Espagne n'ont pas, par leur comportement, approuvé la proposition soumise par la Commission de 1900. La Guinée équatoriale se réfère aussi au comportement du Gabon postérieur à 1960 pour étayer son affirmation selon laquelle la frontière proposée par la Commission de 1901 a continué à être respectée après l'accession de celui-ci à l'indépendance. Elle souligne que l'Espagne a continué d'exercer son autorité dans la zone de l'Outemboni sans rencontrer d'objection de la part du Gabon. Elle invoque, en particulier, les échanges diplomatiques par lesquels le Gabon a proposé à l'Espagne de négocier en vue de la conclusion d'une convention tendant à définir les relations frontalières entre eux. Toujours le Gabon, aller négocier des choses, aller sans garder les documents. C'est pour rigoler quand je dis ça.
Or, la Cour estime que si le Gabon et l'Espagne ont négocié en vue de conclure un accord visant à réglementer les relations frontalières, cet accord n'est toutefois jamais entré en vigueur. En conséquence, la Cour conclut, s'agissant de la zone de l'Outemboni, que la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 n'a pas été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. Ça veut donc dire qu'on en reste, en ce qui concerne la zone de l'Outemboni par rapport au tracé de la frontière terrestre, on en reste à la Convention de 1900 dans sa version initiale, dans sa version de base. C'est ça, en fait, que ça veut dire, pour comprendre simplement. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Jusqu'à le Gabon est même parti négocier encore avec l'Espagne quand le Gabon est devenu indépendant en 1960. Et tout ça n'a jamais eu à s'appliquer. Donc, on considère, en tout cas en ce qui concerne la zone de l'Outemboni, que le document sur lequel on doit se baser, c'est la Convention de 1900. Mais dans sa version initiale. Donc, le tracé de l'article 4. Malheureusement, on n'a pas accès. Moi, j'ai pas eu accès à la convention de 1900 pour voir. Après, je suis pas géographe non plus parce que tout ce qui est méridien et tout, c'est quand même pas forcément évident à comprendre. Ça aurait été bien effectivement qu'on ait un géographe, pourquoi pas, pour nous expliquer un peu tous ces éléments-là. Mais bien sûr, en ayant la convention quand même sous les yeux. On n'a pas la convention, donc c'est un peu compliqué. Bref, on en reste au tracé initial de l'article 4 dans la convention de 1900. En ce qui concerne déjà la zone de l'Outemboni. Maintenant, on va parler de la zone du Kié. La Cour note que, dans la partie orientale de la frontière, la Commission de 1901 est parvenue à un résultat géographiquement inexact, en raison du mauvais fonctionnement de ses chronomètres. Sur la base de cet élément, les parties conviennent que la proposition de la Commission de 1901 concernant la modification de la frontière de la zone du Quai n'a pas été approuvée par l'Espagne et la France. Dans cette zone, le désaccord entre les parties porte essentiellement sur la question de savoir si l'échange de notes conclu entre les gouverneurs généraux respectifs de l'Espagne et de la France ci-après l'accord des gouverneurs a eu pour effet de modifier la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900. Cet accord désignait le cours d'eau du Kié comme la frontière provisoire entre les territoires coloniaux des deux puissances. La Cour rappelle qu'elle est uniquement tenue de déterminer si la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. Elle n'est pas appelée à dire si l'accord des gouverneurs de 1919 constitue un titre juridique autonome concernant la délimitation de la frontière terrestre. La Cour note que l'accord des gouverneurs de 1919 indique que dans la zone du Quai, les représentants locaux agissant au nom des puissances coloniales ont adopté non pas une frontière permanente, mais une ligne temporaire et provisoire, une fois de plus, une ligne temporaire et provisoire devant permettre d'éviter des incidents. La Cour réaffirme que, même s'il y avait une ligne provisoire jugée utile pour un certain temps, cela n'en ferait pas une frontière internationale. La Cour relève que, selon la Guinée équatoriale, l'Espagne et la France ont continué d'appliquer l'accord des gouverneurs de 1919 dans la zone du Quai et qu'elles ont, par leur comportement, modifié la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 conformément aux procédures prévues dans cet instrument. La Cour note que si l'Espagne a, dans des localités situées à l'ouest de la rivière Kié, accompli des actes d'administration, rien dans le texte des lettres des gouverneurs généraux, ni dans les circonstances entourant cet échange, n'indique qu'ils agissaient en tant que délégués locaux, investis du pouvoir de proposer des modifications de la frontière conformément à l'annexe numéro 1 de la Convention de 1900. En conséquence, l'accord des gouverneurs de 1919 n'a pas, de l'avis de la Cour, été conclu conformément aux procédures que prévoyait la Convention concernant la modification de la frontière décrite à l'article 4. Le comportement ultérieur de l'Espagne et de la France ne change rien à cette conclusion. La Cour relève que la Guinée équatoriale invoque, en outre, le comportement adopté par les parties après leur accession à l'indépendance, pour démontrer que l'accord des gouverneurs de 1919 a continué d'être appliqué dans la zone du Quai. Elle note à cet égard
que la Guinée équatoriale attache une importance particulière à l'accord de 2007 et aux 2 ponts qui ont été construits en application de cet accord et inaugurés par les chefs d'État respectifs des 2 pays en 2011. Elle souligne que l'article 2 de cet instrument précise que les villes d'Ebibéine et de Mongomo sont situées en Guinée équatoriale. Cela dit, l'accord ne mentionne pas la frontière entre les parties et rien dans ces dispositions ne porte à croire qu'il ait emporté modification de celle-ci conformément aux dispositions de la Convention de 1900. Je tiens à rappeler ici que par rapport à la frontière terrestre, la Guinée équatoriale soutient qu'il faut l'application de la Convention de 1900 dans sa version soi-disant modifiée. La Cour dit qu'il n'y a pas eu de modification, parce que la procédure de modification de l'accord de 1900, du traité de 1900 est prévue à l'article 8 du même accord. Mais le Gabon soutient qu'on doit appliquer par rapport à la frontière terrestre toujours le traité de 1900, ainsi que le traité de 1900, en tout cas dans sa version initiale, ainsi que la prétendue convention de Bata. Maintenant, la Guinée équatoriale rajoute un élément parce que elle vient rappeler que il y a un accord en 2007 entre le Gabon et la Guinée équatoriale par rapport à la construction d'un pont. Et que cet accord dit bien que les villes d'Ebibéine et de Mongomo sont situées en Guinée équatoriale. Mais la Cour rappelle quand même que l'accord de 2007 ne peut pas constituer un titre juridique sur lequel on devrait se baser pour considérer que le tracé de 1900 a été modifié. Maintenant, regardons la conclusion de la Cour. Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut, s'agissant de la zone du Kié, que la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 n'a pas été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les titres juridiques invoqués par les parties qui font droit dans les relations entre elles, s'agissant de la délimitation de la frontière terrestre commune selon les titres détenus par la France au 17 août 1960 et par l'Espagne au 12 octobre 1968, sur le fondement de la Convention de 1900, lesquels ont été transmis au Gabon et à la Guinée équatoriale, respectivement par voie de succession. La Cour estime qu'aucune modification n'a été apportée à la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900, selon les procédures établies à l'article 8 et l'annexe numéro 1 de la Convention. En gros, ce qu'il faut juste comprendre là, c'est que pour la Cour, s'agissant de la frontière terrestre, on doit appliquer la Convention de 1900 dans sa version initiale, parce qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de modification formellement validée ni par les États coloniaux, ni par les États devenus indépendants après leurs indépendances. Encore moins l'accord de 2007 sur le pont entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, le document qu'on doit appliquer, c'est la Convention de 1900 dans sa version initiale, en respectant le tracé prévu à l'article 4, et que cet accord de 1900-là est d'autant plus applicable que c'est l'accord qui a été transmis par voie de succession aux 2 pays, Espagne, Guinée équatoriale, France, Gabon, lorsque ces pays-là sont devenus indépendants. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Ça, c'est un petit détail quand même important. Moi, je peux pas dire ici, là, de manière catégorique que une partie des Bibéines, ou en tout cas entièrement ces 2 villes-là, reviendraient au Gabon. Je peux pas le dire. Pourquoi est-ce que je peux pas le dire? Parce que je n'ai pas la Convention de 1900 sous les yeux, et notamment l'article 4 de la Convention de 1900 en question, pour voir le tracé. Parce qu'en fait, c'est ce tracé. Et maintenant, c'est pour ça que, voilà, il faut de la transparence quand même par rapport aux autorités qui nous gèrent, au Gabon, de mettre à disposition de la population cet accord pour qu'on sache effectivement quel est quel est le tracé, en fait, précis qui est prévu par l'article 4 de la Convention de 1900. Ça nous permettrait justement de voir précisément si c'est, je doute très fort d'ailleurs que ce soit possible que les 2 villes entièrement puissent revenir au Gabon, ou des parties de ces villes-là. Et maintenant, il y a un autre détail qui est très important, que je veux rajouter. Là, c'est dans la partie commentaire. En fait, quand un État se comporte comme étant propriétaire d'un espace, de manière continue et sans contestation de la part d'autres États, en droit international coutumier, ça peut être un titre. Ça peut être un titre donnant le droit à cet État-là de posséder ces espaces. Pourquoi je dis ça?
Je dis ça parce que quand on va lire la partie sur les îles Mbagné, Cocody et Konga, vous allez comprendre qu'en réalité, ce qui permet à la Guinée équatoriale aujourd'hui, en déduction de ce que la Cour a dit, hein, on déduit de ce que la Cour a dit que finalement les îles Mbagné, Konga et Cocody appartiennent à la Guinée équatoriale, pas parce que il y a un document clairement écrit qui le dit, non, mais simplement parce que depuis le début de la colonisation à peu près, l'Espagne s'est comportée comme étant propriétaire non seulement de l'île Corisco et des dépendances du coup de l'île Corisco, donc Mbagné, Cocody et Konga, sans qu'il n'y ait jamais protestation ou contestation de la France dans un premier temps et du Gabon ensuite. Et donc, l'Espagne et la Guinée équatoriale ensuite ont administré ces espaces-là. En tout cas, l'Espagne a administré ces espaces-là, a fait appliquer sa loi sur ces espaces-là, sans aucune contestation, ni de la part de la France, ni de la part du Gabon. La conséquence, c'est que l'Espagne s'est comportée de manière continue et sans contestation comme étant propriétaire de ces espaces. Donc, la souveraineté sur ces espaces revient à l'Espagne, qui ensuite transmettent ce droit-là à la Guinée équatoriale par voie de succession lorsque la Guinée équatoriale devient indépendante. Effectivement, qui ne dit rien consent, c'est exactement ça. C'est exactement ça la logique. Et j'en reviens du coup aux villes de Ebibéine et Mongomo pour dire que depuis le début, le Gabon n'a pas tenté justement de contester enfin pas je veux pas dire l'occupation parce que l'occupation c'est pas un mot qui est joli en tout cas sur le plan du droit international. Le Gabon, alors la Guinée équatoriale et l'Espagne ont administré ces deux villes-là, ont investi dans ces villes-là, ont fait appliquer leurs lois dans ces villes-là, sans contestation de la part de la France d'une part et du Gabon ensuite. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, en 2007, le Gabon est allé signer un accord pour construire un pont et dans l'accord en question, il reconnaît bien, enfin c'est écrit noir sur blanc comme le dit la Guinée équatoriale, que on reconnaît bien que les villes des Bibéines et de Mongomo sont du côté équato-guinéen. Donc ça va être compliqué effectivement derrière de venir revendiquer la souveraineté sur ces espaces-là à partir du moment où il y a eu cette occupation continue et non contestée de ces espaces-là par l'Espagne dans un premier temps et ensuite la Guinée équatoriale sans protestation de la part de la France et du Gabon. Et ça me permet d'ailleurs de prendre un exemple. En droit, il y a un truc qu'on appelle la prescription acquisitive. Et Marine, je pense qu'elle en parlera bien quand elle va intervenir tout à l'heure. Il y a un truc qu'on appelle la prescription acquisitive. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être permettre à vous qui êtes des citoyens de mieux comprendre, parce que vous n'êtes pas des États, donc ça peut peut-être pas être forcément évident à comprendre. Vous savez, admettons par exemple que vous avez un terrain, voilà, vous avez votre maison avec un terrain, et puis juste à côté de vous, il y a un terrain qui n'est pas occupé, où il se passe rien du tout. Et puis vous décidez d'aller faire du jardinage sur ce terrain-là, qui jouxte le vôtre, hein, qui est juste à côté du vôtre. Donc vous décidez d'aller faire du jardinage sur ce terrain-là. Et puis vous avez décidé d'aller faire du jardinage sur ce terrain il y a 31 ans, admettons. Hein. Ça fait 31 ans que vous avez décidé. 31 ans plus tard, quelqu'un vient et vous dit, 31 ans plus tard, quelqu'un vient et vous dit, ah mais en fait ça c'était le terrain de mon oncle qui est décédé, il n'a pas laissé d'enfant et je suis le seul héritier, enfin c'est à moi d'hériter du coup du terrain de cet oncle-là. Bah en fait, en vertu de ce qu'on appelle la prescription acquisitive, vous avez la possibilité d'aller faire reconnaître devant la justice votre droit de propriété sur cet espace-là. Pourquoi? Parce que justement, la prescription acquisitive, c'est quoi? Déjà, la prescription, c'est quoi? La prescription, c'est que par l'écoulement d'un certain temps, vous finissez par acquérir ou par perdre un droit. Et donc, dans la logique de la prescription acquisitive, l'idée, c'est que par l'écoulement d'un certain temps, vous obtenez un droit. Vous gagnez un droit. Et en l'occurrence, c'est 30 ans pour tout ce qui est bien immobilier. C'est 30 ans. Donc, si effectivement, c'était il y a 31 ans, que vous avez décidé d'aller faire du jardinage sur ce terrain à côté de chez vous et qu'il ne s'est rien passé durant les 31 dernières années, eh bien, celui qui vient 31 ans après vous dire « Ah, mais en fait, c'était mon espace, etc. » il perd complètement ses droits. Vous avez totalement la possibilité d'aller faire reconnaître en vertu de cette fameuse prescription acquisitive votre droit. Et c'est à peu près la même logique, en fait. C'est à peu près, oui, l'usucapion, c'est exactement ça, la prescription acquisitive ou l'usucapion, c'est exactement ça. C'est à peu près la même logique, en fait, qui intervient
Ici, par rapport aux relations internationales ou en tout cas aux relations entre États en ce qui concerne les frontières. Donc voilà, Mongomo et Bibeyin ont toujours été équato-guinéennes depuis X temps. La Guinée équatoriale a administré ces espaces-là, il a investi, il a fait application de sa loi. Le Gabon, en plus, sans contestation de la part du Gabon, et le Gabon, en plus, est allé en 2007 entériner d'une certaine manière cette possession-là de ces espaces-là par la Guinée équatoriale en acceptant un accord où on dit oui, ces villes-là sont bien du côté de la Guinée équatoriale. Alors moi, je n'arrive pas à de conclusion. Je vous donne juste ces éléments-là. C'est à vous d'apprécier ensuite. Je vous donne juste ces éléments-là, mais je pense que ça pourrait être un peu compliqué. Et dans tous les cas, les États sont libres ensuite d'aller négocier après la décision en question. Ils sont tout à fait libres d'aller négocier et d'acter autre chose dans le cadre des négociations. C'est pas interdit, c'est pas exclu non plus. Mais je trouve quand même curieux, je vous le dis de manière très très claire, je trouve quand même curieux le discours qui consiste à venir mettre comme ça dans la tête des gens que Edibeyin et Mongomo pourraient devenir nôtres. Pourquoi? Parce que si, par l'extraordinaire, non, je dirais même pas si par l'extraordinaire, si par malheur, Edibeyin et Mongomo ne devenaient, jamais nôtres, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, à partir de ce moment, il y aurait un nouveau psychodrame par rapport au sujet des délimitations des frontières entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce qu'actuellement, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ça. Nous sommes en train de vivre un psychodrame national sur le sujet des îles Bagné. On a toujours cru qu'elles étaient nôtres, alors qu'en réalité, nous n'avons aucun titre juridique sur ces îles-là. Même si on aurait pu obtenir ce titre juridique au travers d'une convention, encore faut-il être en mesure d'apporter la preuve de l'existence formelle d'une convention avec un document authentique, la preuve que les deux pays ont bien voulu s'engager, etc. Bref, mais on n'a jamais eu formellement la possession de ces espaces-là. On s'en rend compte aujourd'hui avec la décision de la CIJ. Donc, psychodrame. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vouloir préparer un autre psychodrame par rapport à Mongomo et Bibeyin. Ben, voilà. Alors, moi, je n'en tire pas de conclusion, mais je me permets juste de faire ce commentaire-là parce que il faut que les gens soient lucides, c'est tout. Il faut que les gens soient lucides, il faut pas rentrer dans les émotions de je vais aller choisir la cathédrale de Mongomo, je vais aller choisir cet hôtel où je vais installer ma maison, etc. Même si je sais que les gens font ça pour rigoler, mais voilà, c'est quand même important de l'avoir présent à l'esprit. L'étude juridique, traités et conventions internationales invoquées par les parties concernant la souveraineté de Mbagné, Cocotier et Konga. La Cour examine ensuite les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties concernant la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocotier et Konga. La Cour constate que les parties conviennent que les trois îles sont situées à proximité de l'île Corisco, qu'elles n'ont jamais eu de population permanente et qu'elles doivent être traitées comme formant une seule unité. En conséquence, elle considère que le même titre juridique s'applique à celle-ci. Ayant déjà conclu que le titre invoqué par le Gabon, la Convention de Bata, ne constituait pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis, la Cour se borne à rechercher si le titre invoqué par la Guinée équatoriale, à savoir la transmission qui lui a été faite par voie de succession du titre détenu par l'Espagne au 12 octobre 1968 sur Mbagné, Cocotier et Konga, constitue un titre juridique concernant la souveraineté des trois îles. La Cour commence par examiner les traités sur lesquels la Guinée équatoriale s'appuie pour affirmer que l'Espagne, en tant que puissance coloniale, détenait un titre sur les trois îles lorsque la Guinée équatoriale a accédé à l'indépendance le 12 octobre 1968. Elle révèle à cet égard que le traité de Pardo de 1778, par lequel le Portugal avait cédé à l'Espagne son territoire colonial situé dans le golfe de Guinée, ne fait aucune mention de Corisco ou de Mbagné, Cocotier et Konga, et qu'il ne peut dès lors être considéré comme la source du titre de l'Espagne sur les trois îles. Elle relève par ailleurs que les parties conviennent que la Convention de 1900 n'est pas une source de titre juridique pour les trois îles. Et ça se comprend parce que la Convention de 1900 concerne uniquement la frontière terrestre. La Convention de 1900 ne concerne pas les limites maritimes, etc. En l'absence de traité établissant
un titre sur un territoire, vous voyez, il n'y a pas de traité par rapport aux îles. Donc, en l'absence de traité établissant un titre sur un territoire, surtout qu'on a évacué aussi la prétendue convention de Bataan, on l'a évacuée elle aussi. La Cour relève que les juridictions internationales recherchent s'il existe une manifestation intentionnelle d'autorité par l'exercice de fonctions étatiques sur le dit territoire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rechercher pour voir si l'État colonial s'était comporté comme voulant administrer ce territoire, et l'administrant d'ailleurs, y investissant, y faisant appliquer sa loi de manière continue et sans contestation de la part d'autres États. Laquelle doit être continue et ne pas donner lieu à des contestations de la part d'autres États. La Cour recherche donc si les trois îles ont fait l'objet d'une manifestation intentionnelle d'autorité de la part de l'Espagne, qui a été continue et non contestée. La Cour observe que l'Espagne entendait agir à titre de souverain à l'égard de l'île Corisco et de ses dépendances avant 1900. Parmi les dépendances de l'île Corisco, il y a Bagné, Cocotier et Conga. Comme l'atteste la déclaration de Corisco de 1843, le procès verbal d'annexion de 1846 et la charte de citoyenneté espagnole de 1846, elle relève toutefois que ces documents ne font référence qu'à l'île Corisco et à ses dépendances. Ils ne mentionnent pas expressément Bagné, Cocotier et Conga. Par conséquent, pour déterminer si les actes de l'Espagne constituent une manifestation d'autorité sur les formations maritimes en question, la Cour doit rechercher si les trois îles étaient considérées par l'Espagne et la France comme des dépendances de l'île Corisco. La Cour relève que, en 1886 et en 1887, la France a reconnu que Bagné était une dépendance géographique et une dépendance naturelle de l'île Corisco. En outre, il apparaît que le commissaire général français n'a pas objecté, donc n'a pas contesté, lorsque, en 1895, le gouverneur général espagnol de Fernando Po a affirmé que Bagné était une dépendance qui se rattachait à l'île Corisco. La Cour estime donc que l'Espagne et la France considéraient Bagné comme une dépendance de l'île Corisco. Elle rappelle à ce propos que les parties conviennent que les trois îles forment une seule unité et que la France partageait ce point de vue. Il découle de ce qui précède que ces formations étaient considérées par l'Espagne et la France comme des dépendances de l'île Corisco. Les discussions tenues entre 1886 et 1891 par la commission mixte franco-espagnole ainsi que les cartes établies par la France à l'époque confirment par ailleurs que celle-ci considérait Bagné comme relevant du territoire colonial espagnol. La Cour rappelle que, en vertu de l'article 7 de la Convention de 1900, la France jouissait d'un droit de préférence dans l'éventualité où l'Espagne souhaiterait céder l'île Corisco. Elle est d'avis que cette disposition montre que la France reconnaissait le titre espagnol sur Corisco. Puisqu'effectivement, la France avait un droit de préférence, c'est-à-dire que la France reconnaissait, parce que si vous reconnaissez que vous avez un droit de préférence par rapport à un bien, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas propriétaire de ce bien. C'est exactement la même logique qui existe quand vous êtes locataire. C'est-à-dire que quand vous êtes locataire d'un bien, si votre bailleur souhaite vendre ce bien, le locataire bénéficie d'un droit de préférence par rapport à la vente. C'est-à-dire que vous devez être privilégié, c'est-à-dire que le bailleur doit vous privilégier, vous. C'est d'abord à vous qui doit venir s'adresser pour vous demander si vous voulez acheter le bien dont vous êtes locataire ou pas. Ça veut donc dire que vous reconnaissez bien que vous n'êtes pas propriétaire du bien. Elle est d'avis que cette disposition montre que la France reconnaissait le titre espagnol sur Corisco. La Convention ne mentionne toutefois pas les dépendances de cette île, pas plus qu'elle ne désigne nommément Bagné, Cocotier et Conga. En l'absence d'éléments de preuve suffisants, la Cour s'est abstenue dans sa jurisprudence de conclure que la souveraineté sur une île s'étendait à des formations maritimes voisines. Vous voyez que la Cour est très prudente. Mais dans la suite du raisonnement, vous allez comprendre pourquoi on conclut au fait que la souveraineté sur les îles appartient à la Guinée équatoriale.
En la présente espèce, les éléments de preuve antérieurs à 1900 confortent la conclusion selon laquelle les trois îles étaient considérées par la France et l'Espagne comme des dépendances de l'île Corisco. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la Convention de 1900 va dans le sens de la revendication de l'Espagne sur Mbagné, Cocotier et Conga. La Cour relève que, après la conclusion de la Convention de 1900, l'Espagne a continué d'exercer son autorité sur les trois îles sans que cela donne lieu à la moindre protestation de la France. La Cour observe que, après avoir accédé à l'indépendance en 1960, le Gabon a, à son tour, reconnu le titre de l'Espagne sur Mbagné, Cocotier et Conga. En 1962, les deux États ont conclu un protocole maritime reconnaissant l'autorité de l'Espagne s'agissant de l'entretien de la signalisation maritime dans la baie de Corisco, y compris la balise située sur Cocotier. Ce protocole interdisait au Gabon d'entreprendre des travaux sur cette île ou dans les eaux environnantes sans l'autorisation de l'Espagne. La Cour rappelle qu'elle a, par le passé, tenu compte d'éléments de preuve qui découlaient d'effectivités postérieures à l'indépendance lorsqu'elle a estimé que ces éléments apportaient des précisions sur la frontière établie en vertu du principe de l'uti possidetis. En la présente espèce, qui porte sur la détermination des titres juridiques, donc vous voyez que en fait, la Cour explique ici qu'elle ne se limite pas par rapport à ce type de situation où justement il n'y a pas un titre juridique formel, et étant donné qu'il y a des limites administratives qui ont été établies par un État colonial qui sont héritées par un État devenu nouvellement indépendant, elle ne tient pas compte seulement de ce qui s'est passé avant l'indépendance, mais elle tient compte aussi de ce qui se passe après l'indépendance pour en arriver à une conclusion. Et on voit ici justement que l'élément qui s'est passé après l'indépendance, au-delà de la manifestation de volonté de l'Espagne de posséder ces espaces-là, c'est qu'après l'indépendance, le Gabon, justement, a admis qu'il ne pouvait pas, au travers d'un protocole, qu'il ne pouvait pas entreprendre des travaux sur l'île Corisco ou dans les eaux environnantes sans l'autorisation de l'Espagne. Ce faisant, le Gabon reconnaît donc la souveraineté de l'Espagne sur ces espaces-là. Bon. En la présente espèce, qui porte sur la détermination des titres juridiques, elle constate que le comportement des parties indique que les trois îles sont demeurées sous le contrôle de la Guinée équatoriale après l'accession de celle-ci à l'indépendance en 1968. Et ce qui va se passer, la suite est très intéressante. En 1970, le Gabon est indépendant depuis combien de temps là? Depuis 10 ans. La Guinée équatoriale est indépendante que depuis 2 ans, me semble-t-il. La Guinée équatoriale, par exemple, en 1970, la Guinée équatoriale a, par exemple, promulgué un décret établissant les limites des eaux territoriales entourant les îles Elobé, Corisco et les îlots Mbagné, Conga et Cocotier, qui font partie intégrante du territoire national de la Guinée. Donc, vous voyez qu'en prenant un décret relativement à ces îles-là, dont les îles Mbagné, Cocotier et Conga, la Guinée équatoriale fait un acte d'administration, fait un acte de souveraineté en faisant appliquer sa loi nationale sur ces espaces-là. Regardez ce que le Gabon va faire. La Guinée équatoriale a adressé ce décret au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, naturellement pour le faire enregistrer, parce que ça concerne ça concerne des frontières entre États. Donc, la Guinée équatoriale le notifie aux Nations Unies. Les Nations Unies transmettent la communication à tous les États membres, dont le Gabon, et la Cour dit ensuite qu'elle ne dispose d'aucun élément attestant que le décret en question ait soulevé la moindre objection de la part du Gabon. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'au 12 octobre 1968, date d'accession à l'indépendance de la Guinée équatoriale, l'Espagne, en tant que puissance coloniale, détenait le titre sur Mbagné, Cocotier et Conga, en vertu d'une manifestation intentionnelle d'autorité qui a été continue et non contestée. En conséquence, parmi les titres juridiques invoqués par les parties, le titre qui fait droit
dans les relations entre elles, s'agissant de la souveraineté sur les îles, est le titre qui était détenu par l'Espagne au 12 octobre 1968, qui a été transmis à la Guinée équatoriale par voie de succession lors de son accession à l'indépendance. Et cette fois-ci, pour véritablement conclure sur la délimitation des frontières maritimes, quel est le titre juridique qui va s'appliquer pour que les deux pays puissent délimiter leurs frontières maritimes? Je ne veux pas le lire parce que c'est pas forcément pertinent de lire. Il faut juste comprendre que le titre juridique sur lequel les deux pays doivent se baser, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est la Convention de Montego Bay qui a été signée en 1982. Cette convention des Nations Unies à laquelle le Gabon est parti, pour sûr. Alors pour la Guinée équatoriale, j'ai pas vraiment vu, mais enfin le Gabon pour sûr, j'ai vérifié. C'est une convention en fait qui permet de déterminer quels sont les droits et les obligations que les États côtiers ont vis-à-vis des espaces maritimes qui leur font face. Et parmi les espaces maritimes en question, vous avez les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive, le plateau continental et le plateau contigu, enfin un truc comme ça, je me rappelle plus très précisément. Mais en fait, il y a une distance. Il me semble que la mer territoriale, c'est 200 miles après les côtes. 200 miles après les côtes, ça correspond à plus de 300 kilomètres. Pour ceux qui maîtrisent bien ce domaine-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, le Gabon est bien parti à cette convention-là. En fait, ce que la Cour dit par rapport à ce sujet, c'est que la convention de 1900, elle ne concerne que le tracé de la frontière terrestre. Donc, on va pas se baser sur cette convention pour aller délimiter les frontières maritimes. Comme, semble-t-il, les deux pays sont partis à cette convention qui en plus est reconnue par les Nations Unies, eh bien, c'est sur cette convention-là qu'il faut aller se baser pour déterminer les frontières maritimes entre les deux pays. Et donc, la solution à laquelle la Cour arrive après tout ce développement, donc là, ici, ce n'est qu'un résumé, pour avoir toute la décision, il faut aller regarder le document qui fait 64 pages. La solution à laquelle la Cour arrive, c'est que, en ce qui concerne alors, oui. Donc là, on parle d'abord des frontières terrestres. Voilà. Par 14 voix contre une, dit que le document intitulé Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, Convention de Bata, invoquée par la République gabonaise, n'est pas un traité faisant droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale et ne constitue pas un titre juridique. Première solution. Deuxième solution, et ça c'est à l'unanimité, les juges disent que le titre juridique qui doit être appliqué en ce qui concerne la frontière terrestre, ce sont les titres juridiques sont les titres détenus par la République française au 17 août 1960 et par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968 sur le fondement de la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale sur la côte du Sahara, signée à Paris le 27 juin 1900. Donc, en gros, pour la frontière terrestre, le document sur lequel on doit se baser, c'est la convention, le traité entre la France et l'Espagne de 1900, et notamment son tracé de l'article 4, donc son tracé initial, qui a été transmis par voie de succession, respectivement à la Guinée équatoriale par l'Espagne et au Gabon par la France. Ça, c'est la deuxième solution à laquelle la Cour arrive. Troisième solution, en ce qui concerne la souveraineté sur les îles Bagné, Conga et Cocotier, le titre qu'on doit appliquer pour savoir qui est souverain finalement sur ces espaces ou pas, c'est le titre que l'Espagne a transmis à la Guinée équatoriale lorsque la Guinée équatoriale est devenue indépendante le 12 octobre 1968. Et en gros, à travers tout le développement qu'on vient de voir, on a bien compris que dans ce titre-là, le Royaume d'Espagne transmet les îles à la Guinée équatoriale puisque le Royaume d'Espagne s'est comporté comme propriétaire de ces espaces-là, vraiment pour faire simple, de manière continue, sans contestation de la part d'autres États, ni de la France et encore moins du Gabon, puisque le Gabon, en 1962, lui-même a reconnu dans un protocole qu'il ne pouvait pas aller faire de manœuvres dans les eaux environnantes de l'île Cocotier sans accord de l'Espagne. La quatrième solution à laquelle la Cour arrive, c'est que en ce qui concerne la délimitation des frontières maritimes, comme on vient de voir tout à l'heure, c'est la Convention de Montego Bay qu'il faut appliquer. Voilà. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Cour n'avait pas pour objet de dire voici la frontière d'un tel, voici la frontière terrestre, voici les délimitations maritimes et qui est propriétaire des îles Bagné ou Conga. Non. C'était sur chacun de ces points-là, quel est le titre juridique
qui permet aux États ensuite de répondre précisément à chacune des questions. Et surtout, titre juridique, ça ne veut pas dire seulement un document, c'est-à-dire un traité, un accord ou une convention internationale. Non. Un titre juridique, c'est bien au-delà. Un titre juridique, ça peut être un fait, ça peut être une situation qui permet justement d'établir le droit que chacune des parties réclame ou pas. Donc voilà globalement ce que je pouvais faire comme commentaire par rapport à cette décision, en tout cas le résumé de la décision de la Cour internationale de justice. J'espère que vous avez eu un certain nombre d'outils. Dans tous les cas, on va aller un peu plus loin avec Marine. On va revenir en 1778, parce que je pense que c'est important de revenir pour voir plus ou moins comment l'annexion des îles s'est faite et à qui appartenaient les îles en fait, et comment elles ont été passées d'un propriétaire à un autre. Donc en 1778, on a le Portugal. Le Portugal qui se retrouve dans la zone de la Guinée équatoriale. Lorsque le Portugal laisse la Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il fait? Il cède tous ses titres en intégralité, donc tous les titres de droit de possession de ce territoire-là, il les cède à l'Espagne par le traité qu'ils ont appelé le traité de Pardo. Et là, on est en 1778. Donc, on a un premier propriétaire, donc le Portugal, qui cède ici un droit de propriété, donc des titres de propriété à l'Espagne par le traité de Pardo. Ensuite, en 1843, l'Espagne déclare sa souveraineté ici sur le territoire ou sur l'île de Corisco. On est en 1843. En 1846, donc ça, ce sont vraiment des éléments qui permettent de montrer que l'Espagne, comme disait le frère Yéba, n'a fait que se comporter ici par différents actes juridiques ici en propriétaire de ces territoires-là. En 1846, on a un habitant, un autochtone, qui est donc ici désigné par les autorités espagnoles comme étant le roi. Mais pas que le roi de Corisco. Désigné comme étant le roi de Corisco, le roi des Lombay et des dépendances de Corisco, donc Mbagné, Cocotier et Conga. Et on ne le désigne pas à la bouche, parce qu'il y a un acte ici qui est signé en présence d'un inspecteur général de possession insulaire du Golfe de Guinée, qui est signé donc, dans lequel c'est un document écrit, dans lequel cet autochtone-là est désigné par les autorités espagnoles comme étant roi de tous ces territoires-là d'îles. Ensuite, en 1848, l'Espagne établit un document qu'ils appellent ici le procès verbal d'annexion. Sur la base du document qu'ils ont appelé procès verbal d'annexion là, l'Espagne donne la nationalité aux habitants des îles. Ils deviennent donc ici les Espagnols. Ils leur ont donné leur nationalité à eux. Et donc, vous voyez que là encore, on a un autre acte juridique, le fait de conférer la nationalité à ces, comment on appelle ça, à ces autochtones-là. Et c'est un acte qui a marqué, qui était clé ici dans la manifestation de la souveraineté publique, effective et incontestable de l'Espagne sur les territoires en question, donc Corisco et Lombay, et les annexes de Corisco, qui sont donc Mbagné, Cocotier et Conga. Ensuite, le 20 juillet 1858, un gouverneur, un général espagnol, qu'ils appelaient Pau d'Anobon, fait un autre acte juridique. Il rédige un document qu'ils ont qualifié, qui était une lettre en fait, un document dans lequel ils affirmaient l'appartenance de l'Espagne ou encore la propriété de l'Espagne sur les îles en question. Et ça, c'était en 1858. Donc, ça a été une succession d'actes écrits dans lesquels l'Espagne manifestait ici sa propriété même sur les territoires donc de la Guinée équatoriale, inclut les îles, inclut les annexes ou les dépendances des îles, donc Cocotier, Mbagné et Conga. Ensuite, le 13 décembre 1858, l'Espagne fonde la colonie qu'ils appellent la colonie espagnole par une ordonnance royale. Ensuite,
En 1885, l'Allemagne, qui avait des territoires situés dans le sud du fleuve de Campo, donc vers Santa Clara et autres, cède ces territoires-là à la France. Également, certains territoires du nord. Seulement que les territoires que l'Allemagne cède à la France, l'Espagne avait également des, comment on appelle ça, avait également manifesté ici ses prétentions même d'acquérir ces territoires-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La France et l'Espagne, entre 1886 et 1891, organisent ce qu'ils ont appelé une commission mixte chargée de se départager les territoires. Donc, ils ont appelé conférence de détermination de l'Afrique, des partages des territoires de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest et tout. Qu'est-ce qui se fait pendant la conférence là? Pendant la conférence entre la France et l'Espagne, la France dit ceci à l'Espagne. Elle dit, je suis prête à renoncer parce que la France avait des prétentions sur les îles, sur Mbagné et autres. Donc, la France dit, moi, je suis prête à renoncer à mes prétentions sur les îles en échange d'un droit de préférence au cas où tu laisses le territoire. C'est-à-dire que si il arrivait que tu t'en ailles et que tu décides de laisser le territoire, comme on a vu par exemple lorsque le Portugal est parti et il a cédé les titres de droit à l'Espagne. La même chose, ils disent, si tu pars, si tu laisses les territoires, moi je veux que tu m'accordes un droit de préférence sur ces territoires-là. Et en échange, je renonce actuellement aux prétentions que j'ai sur les territoires en question. Donc, l'Espagne accepte. Ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit à la Convention de 1900. OK. Dans la Convention de 1900, au titre 7 de la Convention de 1900, le titre 7 accordait ou encore cédait les îles de Lombé, de Corisco et les annexes ici, donc à l'Espagne, dans la Convention de 1900 et définissait les frontières terrestres avec d'autres actes qui devaient être pris que mon frère Yeba a évoqué, donc des commissions qui devaient être organisées postérieurement. Donc on a vu par exemple celle de 1901 et on a vu celle de 1919 qui servait ici à délimiter, aller sur le terrain et délimiter de manière précise ici les frontières entre les deux États, donc les frontières terrestres. Donc, on est en 1900. On a donc le traité qui a été signé. En 1901, Yeba en fait mention, on a donc la commission pour délimiter les frontières terrestres des territoires de Louton-Mboni. En 1919, on a une autre commission qu'ils ont appelée la commission des gouverneurs, qui servait ici à aller sur le terrain et délimiter la zone de qui est donc du fleuve, qui devait servir ici de limite frontalière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, comme vous avez pu écouter avec Yeba, la Cour, dans le développement de sa décision, a conclu que ces commissions-là, ou encore les rapports de ces commissions-là ici, ne devaient pas être pris en compte, et donc on devait revenir à la convention initiale de 1900. Ensuite, on arrive à 1972. Avant 1972, on a 1960. Donc en 1960, lorsque la France part, on a justement la période de la décolonisation et autres, la France cède donc ses titres de propriété au Gabon. Ensuite, lorsque l'Espagne part en 1968, elle cède ses titres parce que c'est l'indépendance de la Guinée équatoriale des propriétés à la Guinée équatoriale. Entre-temps, avant la cession des titres de propriété de l'Espagne à la Guinée équatoriale, l'Espagne a continué à se comporter comme étant propriétaire des territoires de la Guinée équatoriale et des îles et des annexes des îles. Et le Gabon, justement, n'a rien dit. La France n'a rien dit déjà parce que pendant la convention de 1900, la France avait accepté que la Guinée équatoriale annexe ces territoires-là. L'Espagne annexe ces territoires-là.
Ensuite, nous avons donc en 1972, bien qu'en 1970, la Guinée a également fait un acte juridique ici manifestant sa souveraineté sur les îles et ses annexes, donc et ses dépendances. En 1972, qu'est-ce que le Gabon fait après l'acte de la Guinée? Le Gabon envoie des troupes en Bagné. Pendant le procès de la Cour internationale de justice, la Cour va donc demander au Gabon pourquoi est-ce que le Gabon envoyait des troupes en 1972, puisque jusqu'alors, jusqu'aux années 71, la Guinée avait été propriétaire, selon les actes juridiques, une succession de actes juridiques des îles en question et des territoires de la Guinée, de la Guinée équatoriale et des territoires des îles et autres annexes. Donc, le Gabon va répondre que, en réalité, les troupes qui avaient été envoyées, ce n'étaient pas des troupes pour montrer ou encore pour impliquer la souveraineté du Gabon sur Mbagné. Mais c'était plutôt comment ils ont qualifié ça là? C'était l'établissement en fait d'un petit poste de gendarmerie pour protéger les pêcheurs. C'est-à-dire que le Gabon avait envoyé quelques gendarmes, ils avaient fait un poste de gendarmerie juste pour protéger les pêcheurs et non pas pour établir leur souveraineté.